Je vous propose de commencer sans plus attendre et déjà vous remercier pour l'attrait et l'intérêt que vous avez. Vous avez été plus de 170 à porter un intérêt à la thématique, à l'approche. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter de la CSRD. Quasiment un an, presque jour pour jour, depuis le premier webinaire qu'on a fait au comité 21 sur cette question-là, en mars 2023. L'objectif en mars 2023, c'était de prendre le cadre général, de voir quels étaient oui, le cadre finalement dans lequel qui allait nous s'appliquer. Et aujourd'hui, c'était un petit peu différent, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Juste un mot sur le comité 21 que vous connaissez tous, bien évidemment. C'est un réseau d'acteurs, enfin un réseau multi-acteurs, puisqu'en fait, le comité 21, c'est des collèges. Et le but du jeu, c'est de faire parler ces collèges, collèges collectivités, collèges entreprises, citoyens, associations et établissements universitaires. Et donc, l'objectif, c'est d'accélérer la transition écologique. Et on est bien là pour ça. Un mot encore sur l'actualité du comité 21. Et donc là, on va vous mettre des liens dans le chat. Notre première actualité, c'est qu'on mène une enquête sobriété sur les pratiques des entreprises un peu plus d'un an après, finalement, la question de les injonctions du gouvernement pour réduire les questions énergétiques, bah, la notion de sobriété est apparue très très fort et aujourd'hui, on aimerait bien savoir comment au sein des entreprises tout cela est appréhendé. Et on fait une enquête là-dessus, une enquête quantitative et qualitative. Et donc, dans le chat, vous avez un lien qui va apparaître. Et si vous voulez participer, renseignez, ça prend vraiment que quelques minutes, hein. Ben, nous vous invitons à faire ça. Et donc, on fait ça avec l'Institut Négawatt. Et puis aussi vous dire que le 23 mai, c'est ouvert à tous. Nous allons organiser notre assemblée générale. Le comité 21 est une association et nous menons donc notre assemblée générale. Et cette année, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Monsieur Moscovici qui viendra introduire, et même plus qu'introduire, puisqu'il viendra nous parler, en fait, donc le président de la Cour des comptes, le rapport de cette année portait sur l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique. C'est un axe fort en fait du comité 21, l'adaptation. Dans le chat encore, vous allez avoir un lien. On a rédigé un rapport, une note en fait de décryptage de ce fameux rapport de la Cour des comptes. Et pour boucler cette boucle, cette première boucle, Pierre Moscovici viendra nous parler en fait du rapport de la Cour des comptes. Voilà sur l'actualité, le comité 21, mais sans plus attendre, parce qu'en fait, c'est eux que vous êtes venus voir, bien évidemment. Sans plus attendre, on a le plaisir et l'honneur d'avoir des enjeux et des hommes qui vont venir nous parler, qui vont nous parler incessamment sous peu de la CSRD. Je vous le disais tout à l'heure, la CSRD de l'année dernière, c'était vraiment le cadre juridique, le cadre un peu général. Et cette année, en fait, on a des adhérents du collège entreprise qui nous ont fait des demandes très explicites et donc on y répond de savoir comment à un an, qu'est-ce que je dis, à quelques mois en fait de la publication pour les plus grosses entreprises, où est-ce qu'on en était, quels étaient les points de difficulté et les entreprises voulaient un peu se benchmarker, voir des cas d'études, voir quels étaient les problèmes et les problématiques. Et donc voilà, aujourd'hui on répond à cette demande des enjeux et des hommes est bien évidemment adhérent au comité 21 et ils ont beaucoup d'expertise qui viennent partager avec nous aujourd'hui. Donc, Olivier Classio et Marie-Laure Le Chevalier, je vous laisse la parole pour vous présenter évidemment le cabinet et puis après, ben, rentrer dans le vif du sujet. Et un grand merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je crois que Nicolas, qu'il faut que vous retirez, que voilà, extra. Olivier, peut-être je te laisse Ouais, introduire le cabinet, le sujet. Tout à fait. Peut-être dire un mot, toi, Marie-Laure, sur qui tu es et je prends ton relais, ça te convient? Oui, entendu. Ben, moi, enchantée, Marie-Laure Le Chevalier. Donc, je suis consultante senior au sein du cabinet des enjeux des hommes. J'ai une première vie de juriste international, un virage professionnel il y a 5 ans pour prendre à bras-le-corps ces enjeux sociétaux et environnementaux. Et aujourd'hui, donc, je suis pleinement investie dans cette expertise CSRD qui vient bousculer le monde du conseil et l'expertise qu'a des enjeux et des hommes depuis maintenant 20 ans et dont Olivier a été l'heureux cofondateur.
Très bien, merci Marie-Laure. Et donc, Olivier, ravi d'échanger avec vous sur ces sujets. Donc, j'ai en effet eu le plaisir de faire partie des cofondateurs des Enjeux des Hommes. Et aujourd'hui, je travaille évidemment sur ces sujets qui questionnent les stratégies, qui questionnent les modèles économiques, avec notamment une interface assez dense dans les derniers mois auprès des dirigeants. Et donc, c'est notamment un de ces points de vue que j'essaierai d'apporter dans la matinée. Peut-être très courtement, quelques mots sur le cabinet des Enjeux des Hommes, pour ceux qui le connaissent historiquement, mais donc, Marie-Laure, si tu veux bien, voilà, on va dans cette réunion donc vous faire un rappel sur le contexte. On va essayer de partager une expérience de la mise en œuvre de la CSRD et à la demande du comité 21 de couvrir les deux grands profils qui sont à la fois ceux des grandes entreprises et puis ceux des ETI. Et on accompagne en effet ces deux profils aujourd'hui. Et puis on va essayer de se questionner sur pratiquement l'esprit de la loi, c'est-à-dire finalement pourquoi cette CSRD a vu le jour et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment nous, chez les Enjeux des Hommes, en tout cas, on a envie de vous inviter à appréhender la CSRD dans votre entreprise et dans la manière dont vous allez la travailler dans les prochains mois. Alors, des Enjeux des Hommes. Euh, on a écrit notre raison d'être. Notre but, c'est d'accompagner la transformation, le passage à l'action par des prises de conscience. Et on a vraiment une raison d'être qui se centre sur l'humain. On a créé cette entreprise il y a une vingtaine d'années pour vraiment aider les personnes à transformer leurs organisations. Si on enchaîne, on a une manière de travailler avec nos clients qui est un peu singulière. D'abord, l'humain, le temps, la pédagogie, le fait de conduire le changement nous paraît important. Le fait de ne pas faire du copier-coller, d'être vraiment sur mesure par rapport à vos enjeux sectoriels, mais même par rapport à votre contexte, à votre histoire, à la culture de votre entreprise. On a, depuis 2020, réuni une équipe un peu plus dense avec de nombreuses expertises sectorielles, métiers pour les fonctions qu'on accompagne. On travaille à la fois avec les dirigeants et puis avec les métiers qui sont impactés par la transformation. Et on essaye d'être orienté résultat, on essaie voilà, de mesurer l'impact de nos collaborations avec nos clients, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, puisque depuis 2020, le groupe EcoCert est actionnaire de Des Enjeux des Hommes. On fait partie maintenant d'une division qui s'appelle Conseil et formation chez EcoCert et que notre objectif, c'est d'aller aider à la transformation des entreprises en France et à l'étranger. Et notre posture, c'est aussi voilà, de vous accompagner, d'accompagner les entreprises, mais aussi de vous rendre autonome, de faire en sorte qu'il y ait une montée en compétences, une appropriation par vos équipes pour que vous puissiez avancer de votre côté. On parlait de multi-secteurs. Nous, on considère depuis le début que c'est un vrai avantage de ne pas être enfermé dans un secteur, mais de pouvoir aller regarder ce qui se passe, ce qui est inspirant, ce qui est de l'ordre de la bonne pratique, transposable dans différents univers qui parfois ne sont pas votre univers concurrentiel immédiat. Et je pense qu'on on le voit vraiment là depuis quelques années. C'est extrêmement porteur que de pouvoir aller s'inspirer un peu loin des terrains de jeu qui sont les nôtres au quotidien. Voilà, je vais passer la parole à Marie-Laure. Merci Olivier. Donc on voulait vous dire quelques mots sur la contextualisation. Évidemment, on va pas s'attarder sur le sujet parce que vous connaissez, j'imagine tous, la CSRD, mais planter quelques éléments pour pouvoir aborder ce sujet. Ce qui nous semblait important à partager avec vous, c'est que la CSRD, elle s'inscrit dans un contexte global, que c'est celui du Green Deal, où effectivement il y a cette ambition en Europe d'être pionnière et de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc il y a tout un corpus législatif qui a été mis en place pour atteindre cette ambition. Et aujourd'hui, les grandes organisations en particulier ont un certain nombre d'obligations qui portent sur elles. Le premier, évidemment, qui est celui qui nous intéresse, qui est la CSRD, où les organisations vont devoir balayer un certain nombre d'enjeux pour savoir s'ils sont matériels pour elles et reporter sur ces sujets-là.
Mais il n'y a pas que ça, il y a la taxonomie qui impose du coup aux organisations de pouvoir définir quelles sont la part de leurs activités qui sont durables, alors durables, habilitantes ou transitoires selon les trois catégories de la taxonomie. Mais voilà, il y a cette obligation du coup de déclarer quel est le pourcentage du chiffre d'affaires, du CAPEX et de l'OPEX qui contribue et qui a des activités durables. On a aussi le devoir de vigilance européen qui, après avoir eu quelques rebondissements, poursuit sa route avec cette volonté d'imposer aux entreprises de réduire leur impact sur les droits humains et sur l'environnement, et ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment ces trois législations qui sont accompagnées de tout un autre corpus qui vont être à destination donc, d'un certain nombre de personnes. Le premier sont évidemment les utilisateurs finaux, la société civile, les consommateurs, etc., qui vont pouvoir appréhender ces sujets-là et se positionner pour avoir des actes d'achat ou autres assez symboliques par rapport à ces prises de position des organisations. Et c'est également à destination des acteurs du marché financier. Et ça, c'est très important. Ce sont vraiment des informations qui vont pouvoir permettre aux investisseurs de faire les bons choix stratégiques. Et c'est en ce sens-là que c'est très lié à la SFDR, Sustainable Financial Disclosure Regulation, qui exige un certain nombre de notions de reporting pour les investisseurs et une transparence sur toute la dimension ESG des produits qu'ils proposent à leurs clients. Ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que la CSRD, c'est vraiment un changement de paradigme. Donc, il y a des risques à ne pas faire ou à partir trop tard. À ne pas faire, ils sont assez évidents. Il y a des sanctions qui ont été aujourd'hui mises en place pour la CSRD, notamment quand on ne respecte pas les obligations de publication des informations avec des possibilités d'être exclu des marchés publics ou des contrats de concession. Il y a des possibilités d'amende qui portent aussi sur les dirigeants, qui vont quand même jusqu'à 30 000 euros pour le dirigeant et 2 ans de peine de prison s'il y a une absence de certification des informations ou qu'il n'y a pas de désignation de commissaire aux comptes. Donc, c'est assez dissuasif. Il y a même des sanctions pour l'entrave à la certification des informations en matière de durabilité. Mais ce ne sont pas les seuls risques. En fait, ces risques-là, qui sont des sanctions punitives imposées par la loi, il y a beaucoup d'autres dimensions à appréhender. Et notamment le fait de prendre le train un peu en retard sur la CSRD. Pourquoi? Parce que le premier, c'est vraiment ce souci de comparabilité que va instaurer la CSRD avec toutes les solutions d'intelligence artificielle qui vont se mettre en place. Les benchmarks entre les organisations vont être très faciles. Et du coup, on va pouvoir comparer les organisations, savoir celles qui partent, celles qui sont ont plutôt des pratiques durables. Et on peut imaginer qu'il va y avoir une sorte de Yuka de la CSRD qui va permettre d'identifier les entreprises les moins vertueuses. Et tout ce contexte-là va avoir des incidences fortes et élevées, que ce soit en termes d'image, d'accès aux investissements, mais aussi de perte d'appel d'offres ou de changement de comportement des consommateurs. Donc, ça a vraiment des risques qui sont importants. Mais ce qu'on voit, nous, surtout, c'est aussi que ça représente énormément d'opportunités stratégiques. Cette comparabilité, elle va avoir la vertu de pouvoir inspirer des entreprises, de pouvoir s'inspirer d'entreprises qui sont déjà pionnières sur certains sujets. Le fait que ça nécessite une approche très transversale aussi, ça permet d'asseoir la durabilité vraiment au cœur de la stratégie des organisations. Et c'est vrai que pour réinventer les modèles d'affaires de demain, eh bien, toutes les dimensions d'innovation, de co-construction avec l'écosystème sont un socle essentiel. Et la CSRD elle va apporter cette lecture objective qui va permettre de faire des vrais partis pris stratégiques. Donc, on perçoit en tout cas nous la CSRD vraiment comme un outil d'aide à la décision pour asseoir la performance et la résilience des organisations. Et Olivier reviendra sur ce sujet. Donc, c'est vraiment un levier pour porter la durabilité aux organes de direction et pour trouver vraiment ce juste équilibre entre rentabilité et impact. Donc aujourd'hui, on a vraiment changé, on est passé de la DPEF à la CSRD, donc la DPF, la déclaration de performance extra-financière, et on change d'échelle à plusieurs égards. Les objectifs sont vraiment ambitieux. À moyen terme, c'est l'idée que le financier et l'extra-financier soient vraiment au même niveau. Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'idée d'avoir une grille de lecture qui soit commune aux organisations. Donc le reporting est standardisé et harmonisé. Il y a des attentes qui sont très fortes en matière de qualité
et de fiabilité des informations, ce qui était quand même moins le cas auparavant. Et il y a des attentes du coup qui sont fortes en termes de transparence pour pouvoir permettre la durabilité, comme je l'expliquais juste avant. Et à quoi va servir tout ça? Ben, ça va servir évidemment à orienter les investissements vers les entreprises qui auront des démarches les plus engagées. Aujourd'hui, ce qui est notable, c'est que la CSRD, on change d'échelle puisqu'on va passer de près de 11 000 organisations à 50 000 organisations en Europe, que les SAS, par exemple, qui n'étaient pas compris avant dans le spectre de la DPEF le sont. Et puis, les exigences de reporting, on en reparlera un peu après, mais sont beaucoup plus élevées. Il n'y a certes pas d'obligation de résultat, mais en tout cas, il y a une attente forte en termes d'information à pouvoir communiquer à l'extérieur. Le principe de double matérialité, j'imagine que j'apprends rien, on y reviendra, voilà, est vraiment quelque chose de neuf et ce double prisme apporte une vraie valeur ajoutée aux organisations. Le fait qu'il y ait aussi à la fois la projection sur les horizons temporels et la maîtrise de la chaîne de valeur, ça apporte une dimension beaucoup plus robuste aux stratégies RSE qu'on peut mettre en place. Et puis, un certain nombre de choses que vous savez, mais le fait qu'il y ait une localisation unique, qu'il y ait un format digital imposé et puis un audit obligatoire, voilà, rendent vraiment cet outil comme quelque chose de très robuste. Évidemment, on ne pouvait pas parler de ces webinaires sans dire un tout petit mot sur le concept de double matérialité. Donc, ça change vraiment la donne. Pourquoi est-ce que ça change la donne? C'est parce qu'on a un double prisme de lecture sur les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance. On a vraiment la double matérialité, ça consiste à analyser d'une part l'impact qu'a l'organisation sur les communautés et sur l'environnement. Donc, c'est à quel point de l'interne on a un impact vers l'externe, mais c'est aussi à quel point finalement les questions de durabilité peuvent chambouler la performance des organisations et donc comment l'environnement ou la société peuvent impacter les flux financiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, de la société. Ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est absolument essentiel dans la CSRD, c'est de commencer par justement la lecture des impacts. Et nous, on le voit vraiment quotidiennement que c'est vraiment important parce que la plupart des risques et des opportunités qui portent sur les sujets environnementaux, sociétaux ou de gouvernance, ils vont être déduits de ces impacts. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, il faut quand même se poser la question des dépendances que l'organisation pourrait avoir, que ce soit des ressources naturelles, humaines ou sociales, et qui pourraient être des risques, voire des opportunités sur lesquelles qui n'auraient pas été couverts ou en tout cas déduits par rapport à l'impact. Si vous êtes une entreprise, par exemple, qui a une activité d'agriculture biologique, vous êtes plutôt vertueux sur les systèmes que vous mettez en place. Néanmoins, si vous avez des champs autour de vous, il y a beaucoup de produits qui sont utilisés, peut-être que vous avez un risque de pas pouvoir avoir les pollinisateurs qu'il vous faut au sein de votre organisation. Donc, c'est vraiment ce double prisme et cette double lecture qui va pouvoir permettre de définir les enjeux qui sont matériels pour l'organisation et donc ceux sur lesquels l'entreprise va devoir reporter. J'imagine pas, je vais aller assez vite parce qu'il n'y a pas de grande surprise pour vous sur ce sujet-là, mais d'expliquer que c'est vraiment un socle commun, ça c'est important, un prisme qui est le même pour les organisations, c'est très structuré et c'est la même grille de lecture pour toutes les entreprises. Donc on a 3 niveaux d'information. Le premier, ce sont tous les enjeux qui vont être transverses, agnostiques à l'organisation. C'est ce que vous retrouvez sur vraiment cette partie, donc des enjeux transversaux évidemment. Et puis la partie environnementale, sociale et de gouvernance assez classique en termes de RSE. Ces enjeux que vous constatez, l'environnement, le social et les gouvernances, sont eux-mêmes divisés en sous-enjeux puis sous-sous-enjeux. Donc on a vraiment un certain nombre de sujets, plus de 88 sous-sujets à passer au crible et en tout cas de pouvoir questionner l'organisation sur la manière dont elle se positionne par rapport à ces enjeux. Et au-delà de ce socle transversal,
la CSRD, elle interroge aussi sur la dimension spécifique et propre à l'organisation, c'est-à-dire voilà, qui dépend de sa culture, de son positionnement, de ses implantations géographiques, de son secteur. Il y a probablement un certain nombre de sujets qui font que l'organisation va avoir des enjeux, des impacts, des risques et des opportunités qui sont différents par rapport à une entreprise qui a le même niveau. Et à ça s'ajoute toute la dimension sectorielle qui est en cours de rédaction par l'Union européenne, où on va venir chercher plus de granularité sur un certain nombre de sujets, notamment pour les secteurs qui sont les plus carbonés. En sus de ça, donc 4 domaines de reporting assez classiques, hein, la gouvernance, la stratégie, la mise en œuvre, donc quelles sont les actions, et puis la mesure de la performance au travers d'indicateurs. Donc ça, c'est voilà, de manière assez classique. Et ce qui change profondément, c'est aussi le nombre potentiel de points d'entrée, donc près de 1200 points d'entrée, points de données, sur lesquels l'entreprise peut être amenée à reporter, avec évidemment cette mesure, enfin cette notion qui est importante, c'est que près de 2 tiers sont qualitatifs et donc vont permettre à l'organisation de détailler un petit peu comment est-ce qu'elle construit sa stratégie de durabilité. Là aussi, je vais aller assez rapidement puisque c'est juste vraiment un élément de contextualisation, mais vous savez que ça s'étale, l'application de la CSRD s'étale dans le temps. Elle s'applique dès début 2024 pour les entreprises qui étaient déjà soumises à des déclarations de performance extra-financière, donc sur la publication de 2025. Mais ça veut dire qu'il faut, voilà, quand on publie en 2025, il faut être prêt déjà début 2024 pour pouvoir avoir les bons indicateurs et savoir comment on structure sa stratégie. Et puis au fur et à mesure, de manière incrémentale, elle va s'appliquer à d'autres organisations, donc dès 2025 aux entreprises plutôt de taille intermédiaire, puis aux PME cotées en 2026. Et on retrouve en 2028 une notion qui est nouvelle avec la CSRD, qui est cette dimension d'extraterritorialité, où les organisations étrangères, à partir du moment où elles ont une succursale ou une filiale en Europe, vont aussi être amenées à avoir des obligations de publication. Donc c'est vraiment cette idée de progressivité dans l'application qui est importante à garder en tête. Là aussi, c'est juste simplement pour poser le cadre, mais donc il y a différents sujets sur lesquels les organisations vont devoir reporter. Les normes transverses que vous avez vues à l'écran juste avant, donc là qui sont déjà en place puisqu'elles ont été présentées dans l'acte délégué du 31 juillet 2023, vont s'ajouter à ça les normes sectorielles. Donc il y a un certain nombre de secteurs hein, comme l'agriculture, le charbon, le pétrole, le transport, etc., le textile évidemment, pour lesquels il va y avoir des attentes additionnelles. Et ça va être initialement prévu en 2024, mais ça a été pour l'instant repoussé et peu probable que ce soit annoncé, enfin voilà, que ce soit en place avant juin 2026, parce que vous l'imaginez bien, ça représente un certain nombre d'enjeux et de discussions aussi pour tous les acteurs de ces secteurs. Et puis, donc pour les PME cotées, on attend des actes délégués qui devraient sortir a priori prochainement. Et il en est de même pour les sociétés non européennes. Voilà, donc c'est aussi, on voit que ça va s'étaler dans le temps et qu'il y a différentes étapes. Ce qui nous semblait important de dire aussi, c'est que ça s'inscrit dans un contexte international. Donc, certes, l'Europe, elle est assez pionnière, elle assoit depuis longtemps et elle porte cette ambition d'être pionnière sur les sujets de durabilité avec la CSRD et toutes les autres réglementations qui finalement ancrent cette position de l'Europe. Mais il est important de garder à l'esprit qu'il y a d'autres réglementations qui sont aussi, ou initiatives qui sont en cours dans le monde. On voulait juste faire un petit zoom sur quelques-unes, notamment aux États-Unis où il y a déjà des choses qui ont été mis en place par la Securities and Exchange Commission aux États-Unis qui vise à vraiment améliorer et à normaliser les informations qui sont fournies par les entreprises publiques ou lors d'offres publiques en matière de climat. Et ce qu'on voit déjà là, c'est qu'il y a déjà des attaques des deux côtés, donc de la part de certains États républicains pour pouvoir réduire l'ambition et puis de la part d'ONG pour au contraire accroître l'ambition. Donc on voit que c'est pas des sujets qui font l'unanimité.
durabilité. Et puis au Royaume-Uni également, à la fin de l'année dernière, la Financial Conduct Authority a publié des recommandations sur un certain nombre de sujets, vraiment avec à cœur de pouvoir réglementer sur le greenwashing. Donc, ce sont des normes qui s'appellent Sustainability Disclosure Requirements et qui posent des règles et des conseils pour finalement améliorer la confiance et la transparence du marché des produits d'investissement durable. Et puis de manière un peu plus étonnante, il y a d'autres pays comme la Chine qui commencent aussi, voilà, qui n'est pas en reste puisque il y a déjà certaines bourses, les bourses de Shanghai, Shenzhen et Pékin, qui envisagent d'imposer un reporting aussi sur les aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance aux grandes entreprises cotées et qui inscrivent le principe de double matérialité. Donc, ça concernerait voilà, plusieurs centaines d'entreprises. À ce stade, c'est qu'un projet et il y a une consultation qui est en cours, mais on voit aussi que voilà, dans d'autres endroits dans le monde, en tout cas, il y a des sujets qui bougent. Bah, merci beaucoup, Marie-Laure, pour cette première salve d'informations. Pour vous dire là, juste un point technique avant de passer à la deuxième partie qui est le cœur de ce qu'on va se dire en fait sur le retour d'expérience. C'est Marie-Laure, il y a une question sur les supports. Est-ce que vous les partagerez? On a les adresses email. Est-ce qu'on partage les supports, le support que vous êtes en train de passer? Est-ce que c'est possible ou pas? Je pense que c'est Ok, possible, oui, on a. ok. Ouais. Deuxième question, j'ai bien vu les questions-réponses, on les traitera à la fin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à la fin de la présentation de Marie-Laure et d'Olivier, eh bien en fait, on répondra aux questions et je me ferai votre porte-parole, bien évidemment. Et pour introduire la deuxième partie, là, on va vraiment aborder finalement des enjeux et des hommes abordent, accompagnent des organisations. Et là, l'objectif, en fait, c'est de rendre compte des points de difficulté que les organisations ont, c'est de faire un point d'étape à quelques mois, en fait, de la publication pour les plus grosses entreprises, hein, des CSRD. Où est-ce qu'on en est? Et Marie-Laure et Olivier, je vous laisse nous expliquer où en sont les entreprises et ce qui leur pose le plus de problèmes et comment elles essayent de surpasser, dépasser ça. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette transition. Ce qu'on voulait vous dire, effectivement, c'est ce qu'on constate, en tout cas en accompagnant nos clients depuis maintenant presque 2 ans sur la mise en œuvre de la CSRD, c'est que oui, certes, elle impose une grille commune, puisqu'il y a ces sujets à traiter pour tout le monde, mais et qu'elle tend à la comparabilité, mais qu'elle laisse pas mal de flexibilité quand même aux organisations sur un certain nombre de sujets, ce qui permet d'adapter l'exercice de double matérialité, mais qui va aussi créer forcément des résultats plus ou moins robustes selon les partis pris qu'auront pris les organisations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, la marche est haute et bouscule la manière dont les entreprises intègrent la durabilité. Et ça, voilà, la mise en œuvre, on voit qu'elle est indéniablement exigeante pour les entreprises de toute taille. C'est un socle qui permet d'avoir une photographie beaucoup plus objective qu'une simple matérialité comme on faisait avant, de par et le nombre de sujets qu'elle traite, et de par la double lecture, le double prisme sur la matérialité financière et sur la matérialité d'impact. Donc, la première exigence, c'est cette idée d'appréhender l'ensemble de sa chaîne de valeur. On va vraiment demander aux organisations d'avoir une vision fine et exhaustive et de sa part de responsabilité finalement en amont et en aval de ces organisations. Et on le verra après, mais voilà, parfois, ce sont des sujets qui sont un peu opaques. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette dimension prospective. Voilà, nous, c'est vrai qu'en tant que cabinet, on avait l'habitude de le faire, évidemment, dans les accompagnements qu'on réalisait auprès de nos clients. Mais là, le fait de le systématiser apporte beaucoup de robustesse parce qu'elle permet aux entreprises de se projeter, d'imaginer différents scénarios. Aujourd'hui, toute organisation sait se projeter et modéliser, voilà, réaliser des modélisations économiques à partir d'un certain nombre de données. Mais l'intégration des sujets de durabilité bouscule un peu les choses parce que le nombre d'inconnus, finalement, pour les différents scénarios, notamment environnementaux, sont plus importants. Et puis, parce que l'échelle de temps n'est pas la même, une stratégie, voilà, vous êtes plutôt sur 5-10 ans. Là, sur tous ces sujets, notamment environnementaux, la projection, elle peut aller jusqu'à 30 ans ou plus. Donc, il y a vraiment cette idée d'ancrer la démarche
de manière très dynamique. Et puis, un des autres éléments, et pas des moindres, ben, c'est la cotation, le fait d'imposer, d'évaluer l'ensemble des... pardon, je vois qu'il n'y a pas des impacts, des risques et des opportunités, donc des impacts positifs et négatifs pour la matérialité d'impact et les risques et les opportunités pour la matérialité financière. Donc, ça tend vraiment à beaucoup plus d'objectivisation et d'avoir des constats qui sont beaucoup plus précis. Évidemment qu'avant, et le fait qu'il puisse y avoir, notamment pour les grands groupes, différents niveaux de lecture, les sièges, les filiales, les sites, etc., ben, ça complexifie quand même grandement les choses. Et un élément, mais qui n'a pas de secret pour vous, bah, qui change drastiquement, c'est quand même le nombre de points de données, hein, près de 1200 points de données possibles en termes de reporting. Donc évidemment qu'il faut relativiser ce chiffre parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont quantitatifs. Certains ont été décalés aussi dans le temps. D'autres vraiment portent sur le qualitatif, mais ce qu'on constate, c'est que de toute façon, ça se traduit par plus d'actions, plus d'indicateurs, plus de données, plus de contributeurs, et que c'est vraiment une vraie gestion de projet, on en parlera juste après, à intégrer pour les entreprises. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que en général, quelle que soit la taille des organisations, les constats sont quand même globalement les mêmes, en tout cas dans ce qu'on voit nous tous les jours avec nos clients ou les clients qui viennent pour des offres. Et on voulait donc juste partager trois dimensions qui nous semblaient importantes avec vous, les éléments les plus saillants. C'est cette idée de gestion de projet, comment est-ce qu'on analyse le besoin et comment on construit ce projet de CSRD. L'appréhension de la chaîne de valeur parce que c'est absolument critique et puis inévitablement la réalisation de l'exercice de double matérialité et voilà, le comité 21 nous avait demandé aussi de vous apporter peut-être des éclairages différents en fonction de deux typologies d'entreprises. Donc voilà, on va essayer de vous à chaque fois de guider un petit peu en ce sens-là. Donc si vous êtes une entreprise qui est voilà, avec plusieurs activités, différentes implantations dans le monde, ben l'approche va pas être la même parce que vous avez, voilà, il va y avoir a priori une stratégie RSE assez robuste, un reporting qui est déjà là, une DPEF, un département qui va être dédié, possiblement un comité de parties prenantes, etc. Et l'approche ne va pas être la même qu'une ETI qui est présente, qui par exemple fournit uniquement des services, uniquement en Europe, avec voilà, des ressources plus limitées, peut-être une structuration de stratégie RSE qui n'est pas en place, alors même qu'il y a un certain nombre d'actions. Donc évidemment que l'exercice de matérialité ne va pas être la même et les défis à relever en fonction de la typologie de l'organisation dans laquelle vous êtes. Donc un petit zoom sur le cadrage de la mission, ça nous semblait vraiment important aujourd'hui de se poser ces questions-là. On voit que c'est vraiment le cadrage, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et qui est souvent un peu sous-estimé. On le voit par les clients et pourtant c'est vraiment très stratégique de pouvoir le faire parce que c'est un élément structurant. L'exercice de la CSRD aujourd'hui représente des points importants. Il y a un nombre significatif de personnes qui vont être impliquées et cadrer dès le départ les choses, mais finalement, ça permet d'accentuer la réussite du projet. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on voit la nécessité, en tout cas, de faire un état des lieux qui est intéressant. Alors, d'abord, évidemment, sur le périmètre, on ne va pas s'y attarder parce que vous avez sûrement vu plein de webinaires sur le sujet, mais de faire l'état des lieux de ce que vous devez consolider dans vos comptes, même s'il y a quelques particularités liées aux réglementations nationales, mais aussi vraiment de prendre le pouls de comment se situe l'organisation. Si vous êtes le groupe multinational, ben, vous allez vous appuyer sur l'existant avec la DPEF, vous avez déjà des contributeurs, des communicants qui travaillent sur le sujet, un dialogue partie prenante qui est en place. Donc, forcément que voilà, il va falloir partir de ce qui existe et il y aura peut-être un petit peu plus d'inertie pour bousculer, transformer le modèle d'affaires parce que voilà, il y a des attentes qui sont fortes sur les marchés. Donc, la manière, en tout cas, d'intégrer cette dimension va pas être la même que si vous êtes une ETI, que vous avez posé quelques jalons de la stratégie RSE, mais pas vraiment de manière structurée, prendre le recul, en tout cas d'asseoir un peu la stratégie avant de se lancer dans l'exercice de CSRD, va être en tout cas, nous on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important pour permettre cette prise de hauteur et pas répondre qu'à l'exercice de reporting. Et puis, dans le cadre d'une ETI, bah, vous allez avoir moins de strates managériales, moins de strates opérationnelles, moins de personnes à contacter. Donc, vraiment, voilà, l'état des lieux, il est un peu plus, il est plus réduit.
Il ne faut pas négliger les besoins en formation, là aussi, et ce, dès le début du projet. C'est vraiment un socle important pour conduire le projet de CSRD. On voit qu'il y a des informations qui sont... si vous êtes un grand groupe, vous avez sûrement déjà des formations qui ont été organisées, mais vous allez peut-être avoir besoin de former certains métiers sur certains sujets, la R&D à l'éco-conception, par exemple. Et puis, si vous êtes l'ETI, là, il va peut-être falloir apporter juste un socle commun de repères de durabilité aux personnes qui vont contribuer au sujet. Et donc, c'est important de mettre le curseur au bon endroit pour pouvoir choisir les besoins de formation qui sont importants pour vous. Et dans les deux cas, que ce soit une grande organisation ou une plus petite, ce qui est essentiel, c'est quand même de sensibiliser tous les organes de direction, d'administration et de surveillance, puisqu'ils vont, voilà, ils vont pouvoir, ils vont avoir un rôle à jouer. La collecte des données, on voulait vous en dire un mot parce qu'on voit que c'est aussi un sujet pas toujours simple à appréhender, pourtant qui est essentiel parce qu'il va impliquer, la CSRD va impliquer de nombreux contributeurs. Donc, si vous êtes un groupe voilà, multinational avec beaucoup d'entités juridiques, des business units, des pôles régionaux, des sites, ben, il va falloir coordonner tout ça, bien attribuer les responsabilités de chacun. Vous avez déjà des outils probablement en place, type SAP, Power BI, donc il va falloir regarder toutes les questions d'interopérabilité. Alors que si vous êtes dans la position de l'ETI, il va peut-être même falloir se poser la question des outils parce qu'il n'y a pas forcément d'outils qui sont utilisés et peut-être juste répondre à ce besoin pour faire qui est aussi essentiel pour l'état des lieux. De notre point de vue et de ce qu'on constate tous les jours, l'audit, il faut aussi, c'est un élément important à anticiper à plusieurs égards parce que d'abord, il faut identifier avec qui vous avez envie de travailler. Est-ce que c'est un CAC, une ETI? Comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez faire un appel d'offres ou pas? Il faut prévoir le vote en assemblée générale. Donc tout ça, c'est important. Et puis surtout, de prévoir un dialogue avec votre auditeur. C'est important dès le début du projet et tout le long pour pouvoir l'étaler dans le temps. L'auditeur, il va être formé 90 heures. On voit qu'il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits aussi en fonction de chaque organisation et c'est clé de pouvoir le considérer comme un partenaire. Et puis l'allocation des ressources humaines et financières, c'est aussi un sujet à anticiper parce qu'il y a des besoins de temps, évidemment en interne, et puis qui sont essentiels et un budget pour les différents sujets que vous pouvez aborder. Donc, le cadrage stratégique, on voit que c'est essentiel. Et puis, la CSRD, elle nécessite de transformer progressivement la proposition de valeur en intégrant les critères ESG et c'est vraiment un changement de paradigme. Donc, il va falloir construire ça avec son écosystème et le porter et que ce soit porté par le conseil notamment d'administration qui est vraiment à la confluence des parties prenantes internes et des parties prenantes externes. Olivier dira un mot plus tard sur la gouvernance, mais voilà à quel point c'est important. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir organiser vraiment sous forme d'un Gantt chart avec l'attribution des responsabilités de chacun sur les différentes étapes que vous voyez à l'écran, les rôles, la projection dans le temps, et puis de réfléchir à tous les aspects de conduite du changement aussi sur lesquels Olivier en dira un mot. Donc, il est essentiel qu'il y ait un pilote dans l'avion pour pouvoir suivre ces différentes étapes, transformation, diagnostic, la double matérialité, qui est aussi un exercice qui s'inscrit dans le temps, qui ne peut pas être fait en quelques jours. Et puis, la prise de hauteur sur la stratégie pour asseoir pleinement les choses en vue de la rédaction du rapport de durabilité. On voulait juste partager quelques éléments sur l'ensemble de la chaîne de valeur parce que c'est essentiel. Voilà, maintenant, on demande aux organisations de tracer vraiment toute la chaîne de valeur, de l'origine des produits à la fin de vie. Et qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que l'identification des impacts, des risques et des opportunités, elle doit se faire sur les activités en amont et en aval. Et donc, même s'il y aura moins d'informations qui vont être demandées de manière quantitative sur la chaîne de valeur, ça veut dire qu'il faut quand même appréhender l'ensemble des impacts pour l'organisation. Donc, ce qui est absolument essentiel, ce qu'on voit quotidiennement, c'est de bien identifier les différentes activités des entreprises. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir deux chaînes de valeur? Pour un grand groupe qui a plusieurs activités, c'est pertinent souvent de le faire. Il va falloir aussi aller analyser quelles sont les parties prenantes, quelle est la qualité du dialogue avec eux et comment les faire participer pour asseoir et définir les impacts, les risques et les opportunités. Et donc, ça demande une implication
les différents métiers de l'organisation pour avoir la vision la plus fine possible et la plus détaillée. Donc, si vous êtes un grand groupe, c'est vrai que c'est aussi important de réfléchir à comment vous allez intégrer la dimension des différents pays, des différentes business units pour avoir une lecture voilà, la plus fine et la plus complète sur ces sujets-là. Donc, la CSRD, elle impose d'aller chercher les impacts, les risques et les opportunités pour identifier les sujets qui sont importants. Ça peut se faire en impliquant les bons métiers et aussi en allant chercher les sources qui sont à la disposition du public. Aujourd'hui, il y en a beaucoup sur beaucoup de sujets qui permettent d'appréhender les choses. Donc, si vous êtes dans le cas d'une ETI, peut-être qu'avec un dialogue partie prenante pas très assis, vous allez essentiellement consulter un certain nombre de sources qui sont à disposition. Et dans le cadre du grand groupe, il y a déjà une consultation qui est en place, c'est peut-être d'aller un cran plus loin. Si vous faites voilà, un audit des fournisseurs de rang 1, c'est peut-être d'aller en faire certains sur un rang 2 et de montrer que vous êtes dans cette démarche progressive, en tout cas sur l'appréhension de la chaîne de valeur. Et pour appréhender bien sa chaîne de valeur, on peut regarder ça sous différents prismes. Le prisme du secteur, le prisme du produit, par exemple. Regardez aussi quels sont les hotspots en fonction des zones géographiques sur lesquelles vous êtes ou les aspects qui sont liés uniquement au fonctionnement de l'organisation. Si, par exemple, vous avez il y a une violation des règles anticorruption, voilà, c'est important d'avoir ce sujet-là bien en tête. Et un tout petit mot, parce que ça, on le voit quotidiennement, mais c'est vraiment important, c'est l'articulation avec le devoir de vigilance. Donc là, si vous êtes le grand groupe, la multinationale, pas de surprise, vous avez un devoir de vigilance en place, vous avez souvent un système de risk management aussi en place. Donc là, c'est absolument essentiel de faire le pont avec les interlocuteurs des risques, les interlocuteurs des achats, du juridique, de la compliance, pour que toute cette histoire fasse corps. Et si vous êtes l'ETI, vous êtes peut-être, voilà, vous avez pas forcément, enfin, vous n'avez pas, même peut-être pas des systèmes de risk management en place. Donc, ça va changer le prisme, en tout cas, à aborder. Juste pour vous dire que sur la responsabilité de la chaîne de valeur, elle est effectivement plus ou moins étendue. Ce qui est important, c'est que ça va au-delà de la responsabilité des organisations, mais c'est étalé dans le temps. Notamment, il y a une flexibilité pour les 3 premières années sur cette dimension de chaîne de valeur. Donc, c'est une démarche progressive. Ce qui compte, c'est montrer une transparence et d'essayer d'aller avoir une visibilité meilleure sur les zones qui sont un peu opaques. Ce qui est aussi essentiel, c'est vraiment de se focaliser sur les maillons de la chaîne de valeur pour lesquels l'information est importante. On ne vous demande pas de lister les choses qui sont finalement assez anecdotiques par ailleurs. Donc, il faut avoir cette vision très transverse et très macro pour la qualification des impacts, des risques et des opportunités. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, nous, on voit que cette appréhension de la chaîne de valeur, c'est vraiment un socle essentiel et que le travail qu'on fait avec Transition, qui a cette visibilité qui a une expertise fine et poussée sur la chaîne de valeur, ça permet d'appréhender les choses dans son ensemble et c'est vraiment un travail très précieux et très pertinent pour la suite de l'exercice. Donc, vraiment à ne pas négliger, quelle que soit la taille de l'organisation dans laquelle vous êtes. Et puis, un petit mot sur aussi les données. C'est vrai que les grands groupes, les multinationales, parfois ont un peu peur de dire, là, je vais chercher énormément de données sur l'ensemble de mes fournisseurs ou de mes parties prenantes, etc. Ce qui est important à retenir, c'est que les ESRS, elles ont aussi, qui vont sortir pour les PME cotées, c'est ce niveau d'exigence qui va être attendu. Donc voilà, il y a une espèce de garde-fou qui a été mis en place et c'est important de le garder en tête. L'analyse de double matérialité, c'est vraiment le point de départ pour identifier les points saillants de la soutenabilité. Et il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à avoir en tête. La liste d'enjeux, de sous-enjeux et de sous-enjeux. Est-ce que de l'adapter à l'organisation en fonction de la maturité qu'elle a? Donc, si vous êtes un grand groupe, vous allez probablement avoir plus de sujets sous ce sujet, évidemment, que dans le cas de l'ETI. La grille de cotation, on en a parlé avant, mais c'est vrai que ça, c'est absolument essentiel de faire le pont pour pouvoir avoir la bonne grille de cotation adaptée à l'organisation. S'il y a déjà une cotation des risques, un système de risk management, mais il faut être en cohérence par rapport à ça. Et la fixation des seuils que vous allez mettre en place, elle est aussi déterminante puisque c'est ce qui va conduire à l'exercice de reporting. Et donc, si vous êtes un grand groupe, il y aura forcément plus d'exigences aussi et d'attentes, en tout cas de la part des auditeurs, que si vous êtes une petite ETI qui est en train de structurer les choses.
Un mot sur l'identification des IRO et la consultation, donc des impacts, des risques et des opportunités et la consultation, la cotation. Ça aussi, c'est important. On voit que selon le prisme que vous avez, si vous êtes un grand groupe, que vous avez déjà un dialogue bien en place, par exemple avec les parties prenantes, vous allez peut-être aller chercher justement des experts sur certains sujets pour affiner votre connaissance d'un certain nombre d'impacts vers l'extérieur. Et si vous êtes une ETI, peut-être vous contenter d'avoir déjà cartographier vos parties prenantes, des liens avec quelques parties prenantes clés et une recherche documentaire bien assise va vous permettre de faire ce premier travail de cotation des impacts, des risques et des opportunités. Et on peut aller, l'idée c'est d'aller à chaque fois de manière incrémentale pour gagner en visibilité et en connaissance sur l'ensemble de ces sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, nous, on le voit tous les jours, c'est que la robustesse de la cotation, elle va être plus ou moins grande. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. Est-ce que la cotation, vous la faites uniquement en interne ou est-ce que vous impliquez des externes? Est-ce qu'en interne, voilà, vous faites remonter l'information par des opérationnels? Est-ce que vous faites descendre des informations par la direction en termes de cotation ou de consultation? Comment vous faites l'articulation avec les différents pays et sites? Donc, c'est plus complexe, évidemment, que si vous êtes une ETI où tout est plus facilement accessible. Voilà, plus facilement accessible. Et on voulait juste vous dire un petit mot sur l'importance qu'on voit, nous, du travail collaboratif sur cette partie-là. On a de plus en plus d'actions, d'approches filières où on accompagne, par exemple, des filières dans le domaine des vins et des spiritueux ou des coopératives agricoles pour construire ensemble, finalement, une grille de cotation des impacts, des risques et des opportunités. Ça a le mérite de pouvoir asseoir la robustesse, d'avoir des regards différents, des regards croisés, puis surtout de mutualiser les efforts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve, en tout cas, nous, très pertinent. Et une fois que vous avez ce socle basique des impacts, des risques et des opportunités, vous pouvez l'ajuster à votre organisation en fonction de sa singularité, évidemment. Mais l'idée, en tout cas, ce qu'on retient, ce qu'on voit tous les jours, c'est que pour que la double matérialité soit qualitative et efficiente, il faut vraiment tendre à l'objectivisation. Il faut faire un travail en symbiose avec l'ensemble des organisations, parfois des départements qui se parlaient pas, et puis d'aller vraiment dans une démarche incrémentale sur la connaissance des différents sujets. Évidemment, il y a le livrable final. Donc là, aujourd'hui, les FRAG, il y a différents livrables qui sont possibles. La forme est assez libre. Ce qu'on constate, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont et sont en train de sortir. Vous avez l'exemple de Danone, donc une matérialité assez classique. On voit ce double prisme de la matérialité financière et de la matérialité d'impact. Vous avez juste en dessous Vinci qui a un zoom sur les sujets environnementaux. Donc, si vous êtes un grand groupe, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir cette vision par typologie de grands enjeux. Ça donne un autre regard. Nous, ce qui nous semble aussi pertinent, ce qu'on propose souvent à nos clients, c'est d'avoir une vision par enjeu, mais d'avoir surtout la visibilité en termes d'impact, risque et opportunités, parce que c'est ce qui va permettre de définir les orientations, les opportunités stratégiques et les vulnérabilités du modèle d'affaires, et donc de pouvoir prendre les bons partis pris stratégiques. Donc ça nous semble vraiment pertinent. Mais il y a plein d'autres manières de modéliser les choses. On a par exemple aussi des livrables qui permettent d'identifier le degré de transformation sur les différents sujets. Donc voilà, il faut être en veille sur ces sujets-là et surtout choisir vraiment ce qui semble important pour l'organisation par rapport à l'ambition qu'elle s'est donnée sur le projet de la CSRD. Et puis juste donc un petit mot pour conclure sur cette partie-là et de vous dire que ce qu'on constate, c'est c'est un exercice sur mesure, propre à chaque organisation. En tout cas, nous, on a à cœur quotidiennement de pouvoir faire en sorte que la CSRD soit pas qu'un exercice de reporting et du coup d'être au bon niveau d'accompagnement avec les dirigeants pour asseoir cette dimension-là, parce que voilà, ça va dépendre d'un certain nombre de sujets, du secteur, de reporting que vous avez en place, de la matérialité, la maturité des sujets RSE, de la culture évidemment d'organisation. Si vous avez une approche très risque, c'est pas la même chose que vous êtes plutôt orienté vers des approches, des opportunités. Donc voilà, pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est ça, c'est cet exercice sur mesure. Merci beaucoup Marie-Laure. Et donc, je propose de faire un petit aménagement parce qu'en fait, on a beaucoup de questions. Vous avez donné pas mal d'éléments, en fait, d'éléments de cadrage, des retours d'expérience ETI versus grandes entreprises.
Et là, je vous propose peut-être un exercice, donc Olivier, Marie-Laure, je m'adresse à vous deux, de répondre à des premières questions en fait qui sont des demandes de précision par rapport aux deux parties que vous venez d'évoquer. La première question est portée par Anna qui nous pose la question, quelle méthode peut-on identifier pour identifier les questions qui affectent les performances de développement d'entreprise? Donc les méthodes identifiées pour les questions qui affectent les performances de développement de l'entreprise. Est-ce que vous avez des éléments? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, Marie-Laure. Est-ce que vous la Ouais. comprenez? Non, j'avoue que c'est pas très. Enfin, en tout cas, comme ça. Quelle méthode peut-on utiliser pour identifier les questions qui affectent les performances et le développement de l'entreprise? On la laisse Alors, peut-être, Anna, si vous voulez préciser, je suis preneur. ouais, en Il y a une tout cas, question. Oui. on peut apporter peut-être, pardon Anna, je vais essayer d'interpréter votre première phrase. En fait, on en parlera tout à l'heure, mais ce diagnostic de double matérialité, il amène deux choses. Premièrement, questionner ce qu'on fait aujourd'hui, et donc quelle est notre performance globale dans la manière de faire notre métier d'aujourd'hui. Et il questionne aussi le modèle économique et donc la capacité de l'entreprise à se développer demain. Marie-Laure parlait de scénario. Dans un contexte qui évolue, dans lequel il va y avoir une tension sur la durabilité, est-ce que on va aussi questionner le modèle économique, la chaîne de valeur, et est-ce que au-delà de faire mieux en performance globale, il faut questionner le ce qu'on fait? Et ça peut aller jusqu'à la remise en question d'un portefeuille d'activité, ça peut aller jusqu'à la remise en question de votre modèle d'affaires qui peut-être n'est pas complètement durable et il y aura des questions à se poser là-dessus. Donc en effet, nous, on a plusieurs manières d'accompagner ce travail, soit sur la performance, soit sur le développement de l'entreprise, en fonction des constats qui sont faits dans la double matérialité. Et quand Marie leur parlait de vulnérabilité, c'est un très bon exemple. Si on identifie des vulnérabilités stratégiques, il est possible que la réponse soit jusqu'au niveau de votre modèle d'activité. Merci beaucoup, Olivier. La deuxième question, vous avez commencé à y répondre, Marie-Laure. C'est les filiales étrangères attachées à un groupe européen sont-elles concernées par la CSRD? Vous avez donné déjà des éléments. Ouais. Oui, bah là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est parce qu'il y a des spécificités françaises, il faut aussi, c'est important, c'est pour ça que c'est important aussi de choisir l'auditeur, enfin, de regarder avec votre CAC aussi, parce qu'il peut y avoir, est-ce que vous êtes un groupe, parfait, les groupes étrangers qui ont une société principale en Europe et puis d'autres filiales ailleurs, donc il faut vraiment avoir ce périmètre contextuel et adapté à chaque organisation, mais c'est essentiel de le définir dès le début en tout cas. Hmm. Il y a une question qui nous, apparemment, de Bouygues, qui est aussi un adhérent au comité 21. Est-ce que le reporting CSRD doit être consolidé au niveau de la holding finale, donc qui consolide les états financiers, ou pouvons-nous le faire à un reporting par sous-holding, donc voilà, pas pour chacune des sous-holdings? Bah, nous, ce qu'on voit, c'est enfin, il y a les exigences de la CSRD, donc bien comprendre comment vous le faites si la holding principale, enfin, si la société mère, elle consolide dans son rapport l'ensemble de ses filiales. Dans ce cas-là, les filiales peuvent faire référence à ce rapport de durabilité. Mais parfois, les organisations, pour différentes raisons, vont aussi avoir à cœur d'avoir leur propre matérialité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la consolidation, donc la société mère puisse avoir cette vue globale. D'accord, si je comprends bien votre réponse, ça veut dire qu'en fait, de manière légale, l'encadrement, c'est l'obligation porte sur la holding. Et après, pour des questions organisationnelles et d'affinage, on peut très bien avoir cette même logique par sous-holding. Est-ce que je comprends bien votre réponse? Oui, puis ça dépend de la taille aussi des organisations, donc de la période à laquelle elles vont être finalement impliquées en fonction de la taille critique et des seuils qu'elles Mm. ont sur l'organisation. Il y a Aurore, en fait, c'est une sous-question finalement, c'est une question de périmètre hein, là dont on parle. Et il y a Aurore qui nous pose la question de pouvons-nous faire plusieurs chaînes de valeur pour une société qui a plusieurs activités? Oui. Oui, enfin, tu veux y aller, Olivier? Oui. Et alors, et là encore, la distinction entre les tailles d'entreprise est importante. C'est-à-dire que si vous êtes un agglomérat financier de business units qui sont dans des univers très différents, forcément, vous allez avoir des chaînes de valeur différentes. Si vous êtes une entreprise de plus petite taille qui a des spécificités,
Nous, le conseil, hein, encore une fois, on essaie de faire preuve de bon sens et d'optimiser vos ressources, tant notamment, ça va être de travailler sur une chaîne de valeur et d'identifier parfois des points de spécificité, parce que dans une partie de votre activité, il y a quelques éléments qu'il faut qu'on prenne en compte, mais pas forcément d'aller modéliser autant de chaînes de valeur si on est une entreprise plus petite. Donc, encore une fois, il faut s'asseoir et décider ensemble de ce qui fait sens. Mm. Il y a Ghislaine qui nous pose la question finalement qui décide de quoi. Et donc la question de Ghislaine, c'est de savoir si est-ce que c'est l'entreprise qui détermine ses enjeux Hmm. et sur quoi doit se faire le reporting. En fait, est-ce que c'est un encadrement légal et donc est-ce que c'est un encadrement encadré ou est-ce que c'est l'entreprise, un peu comme la DPEF? Je commence un peu à répondre, mais je vous laisse les experts nous préciser tout ça. Bah, c'est encadré puisque vous avez vraiment ce prisme où il y a 88 sous-enjeux où on vous demande de les passer à la moulinette pour savoir s'ils sont matériels pour votre organisation. Donc, en ça, il y a cette obligation quand même d'avoir ce screening-là, plus de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont spécifiques ou propres à votre secteur. Donc, ça, c'est quand même imposé. Après, c'est sur l'exercice, comment on essaie de mettre en perspective, de cotation en tant que tel, que vous allez pouvoir avoir de la flexibilité. Il y a un cadre qui est donné. Mais là aussi, si vous interrogez 3 personnes ou 50 personnes dans votre écosystème ou 10 experts, bah, vous n'allez pas du tout avoir la même approche, la même robustesse. Donc là, il faut avoir l'agilité en fonction de la typologie de l'organisation. Mais je veux Mm. quand même, et c'est un des points que je voulais faire juste après, mais encore une fois, pour pas être inquiétant, et notamment pour les dirigeants, Mm. il y a certainement des dirigeants dans la salle, et peut-être qu'il y a des responsables de projet CSRD ou directeurs RSE DAF qui ont une équipe dirigeante avec qui vous êtes en lien. Le reporting, il se fait sur les enjeux obligatoires et sur les enjeux matériels. Donc, en fait, l'obligation de l'entreprise, c'est d'expliquer qu'elle a bien choisi ses enjeux matériels et que la méthodologie qui fait ressortir les enjeux matériels est robuste. Une fois que ça, c'est calé, on reporte sur les enjeux matériels. On ne reporte pas sur l'ensemble des datas. Ça, c'est très important à retenir. Il y a des très grands groupes qui vont avoir. J'étais en rendez-vous hier avec une entreprise qui me disait, j'ai 75% du châssis des ESRS que je dois couvrir dans mon reporting. Ça ne va pas du tout être le cas des entreprises de plus petite taille. Mm. Il y a une question un peu touchy, je trouve, de Pierre. Ça devait être difficile à vous de vous positionner, mais c'est sur quel conseil vous donneriez sur les plateformes en fait à utiliser ESG et CDS pour industrialiser le reporting et les datas associées. Et Alors, laquelle serait pour vous la plus adaptée? alors, comme j'ai pas de royalties Eh oui. sur le nom que je vais donner, je vais pas en donner et je vais plutôt vous donner un critère. En fait, nous, chez les Enjeux des Hommes, on n'avait pas d'outils maison. On a des confrères qui avaient déjà des outils. Et donc, nous, on a, comme toujours, essayé de trouver les partenaires pure players, enfin, en tout cas, les partenaires les plus adaptés aux besoins de nos clients. Ce qu'on retient, c'est que d'abord, la première question à se poser, c'est dans quelques années, est-ce que le reporting financier, extra-financier sera fait par le même acteur? Ça veut dire que si vous travaillez avec un outil qui fait votre reporting financier, la première question à vous poser, c'est est-ce que ça ne devrait pas être cet outil que vous utilisez demain? Une fois que vous avez répondu à cette première question, c'est de voir l'ergonomie de cet outil et parfois si cet outil répond à d'autres besoins. Par exemple, la taxonomie. Un outil qui aujourd'hui permet d'intégrer à la fois la taxonomie et la CSRD est pour moi plus vertueux. Et ensuite, il faut regarder la complexité, la capacité d'accompagnement, le fait que vos équipes, voilà. Mais donc il y a nous en tout cas sur une vingtaine d'outils qu'on a mis dans notre scan initial, on a retenu 3 partenaires potentiels qu'on recommande à nos clients. Voilà. Et Hmm. après, si ça vous intéresse, on pourra en parler, mais là, dans le webinaire, je ne veux pas faire la promotion d'un outil par rapport à un autre, ce ne serait pas très éthique. Hmm. Hmm. Une question très factuelle de Sandrine sur la question du pilotage, c'est qui est-ce qui vous semble le plus adapté? Est-ce que pour piloter, hein, est-ce Oui. que le directeur de RSE ou le directeur financier? Tu veux que je réponde, Marie-Laure? Comme tu veux, je peux. Alors, alors déjà, mais Marie-Laure complétera, nous, on se rend compte qu'en fonction de la personne qui nous appelle, déjà, ça donne un prisme à l'état d'esprit et à la manière dont le projet va être piloté. Ce qui est important, c'est qu'il faut un pilote dans l'avion. Il faut quelqu'un qui soit en responsabilité. Pourquoi? Parce que la CSRD, elle va demander une centralisation d'un certain nombre d'informations et elle va questionner, au-delà du reporting, le fond de ce qu'on fait et jusqu'à la stratégie profonde de l'entreprise. Donc, c'est important d'avoir une direction puissante. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que ma direction RSE, elle a le niveau
de sparring partner dont j'ai besoin pour ça et de ne pas être naïf si on est RSE, de vouloir porter le projet tout seul. À l'inverse, la direction financière, elle pourrait parfois, sans être caricaturale, avoir tendance à être plutôt avec une ambition de compliance et pas forcément vouloir faire de la CSRD un projet de transformation plus ambitieux. Donc moi, j'ai envie de dire, et on l'a chez 3 clients en ce moment, qu'un un binôme, Mm. direction financière, direction RSE, est très intéressant. Et donc là, moi, j'expérimente ça chez des clients en ce moment. Et je trouve que c'est peut-être une recommandation qu'on pourrait faire. Au-delà d'avoir un comité de pilotage, mais d'avoir ces deux directions ensemble, je trouve que c'est assez vertueux. Oui, enfin, Sacha, moi, oui, pardon, pardon. excusez-moi. Non, Allez-y, non, non, Marie. mais je partage complètement ce point de vue. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que si c'est le responsable financier ou si c'est le responsable RSE, il y a deux points de vue différents. Mais qu'en tout cas, même si c'est le responsable RSE qui prend la direction, il ne peut pas faire sans le responsable financier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça demande une modélisation, une réflexion sur les flux financiers de l'organisation et que cette personne-là doit absolument être voilà, c'est essentiel pour conduire l'exercice. Sacha, je garde votre question pour la fin parce qu'elle me semble, et c'est une très bonne transition pour la dernière partie. Et donc, la question de Sacha, je vous propose de la traiter à la fin, c'est est-ce qu'il y a une compatibilité des grosses entreprises dont le domaine d'activité est a priori incompatible avec les questions environnementales? Hmm. M'amène à vous poser finalement et aborder la dernière question qui est, enfin la dernière question, la dernière partie de votre présentation, à savoir le changement de paradigme. Est-ce que finalement, la CSRD permet un changement de paradigme ou pas? Hmm. Alors, ben, je trouve que c'est une question très intéressante. Et donc, dans cette troisième partie, on va à la fois aborder le sujet du modèle d'affaires et de pensée. On aime bien utiliser cet amalgame chez des anges et des hommes en disant que c'est aussi le modèle de pensée qu'il faut qu'on secoue un peu et qu'on révolutionne. Et donc, là, ce que je vais essayer de faire dans cette dernière partie, c'est aussi de vous donner des éléments de ce qui ressort de nos discussions avec les dirigeants d'entreprise qu'on rencontre, et on en rencontre beaucoup là depuis une petite année. Euh, donc, Marie-Laure, c'est toi qui as la main sur la Oui. présentation? Ouais. Donc, honnêtement, le pire qui pourrait arriver, ce serait qu'on se trompe et qu'on fasse de la CSRD un énième exercice de reporting qui n'irait que sur le reporting. C'est pas du tout l'esprit de la loi, c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que les gens qui ont formalisé cette loi l'ont mise en œuvre. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que nos organisations bougent, se posent des questions, optimisent leur manière de faire, se questionnent sur le fond même de leur activité pour qu'elles puissent être compatibles avec ces enjeux de durabilité. Donc, on veut travailler sur la performance, mais on veut aussi travailler sur la résilience de vos organisations, y compris en questionnant celles dont le modèle pourrait être remis en question. On en parlera tout à l'heure pour répondre au point de Nicolas. Alors, je veux bien que tu enchaînes, Marie-Laure. Oui, pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, j'ai pas sur les 170 personnes et les 80 qui sont présentes ce matin, quelle est la quote-part de dirigeants et quelle est la quote-part de personnes chefs de projet CSRD qui rapportent à des dirigeants. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les dirigeants ont compris qu'il y avait un changement. Ils ont compris que là, on changeait de case, qu'on était dans un jeu qui était plus le même qu'avant et qu'ils allaient devoir vraiment se préoccuper de ce sujet. Donc ça, c'est une très bonne opportunité en termes d'accompagnement du changement. La deuxième chose, c'est que on parlait tout à l'heure des directions financières. Bah, en effet, dès lors qu'on parle de matérialité financière, on dit que les enjeux de durabilité ont un impact sur le portefeuille, sur le résultat, sur la rentabilité. Et donc, c'est pas un sujet de direction RSE, c'est un sujet de direction globale d'entreprise. Euh, donc, nous, on est contacté par pas mal d'entreprises dont les dirigeants veulent s'emparer de ce sujet. Et la plupart du temps, ils manquent de repères. Et alors, attention, quand je parle de dirigeants, je ne parle pas que du COMEX ou de l'équipe de direction. Je parle du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Je parle du family office, c'est-à-dire les actionnaires familiaux qui ont aussi des avis à donner sur les orientations à long terme, parce que parfois, on est dans la deuxième ou troisième génération. Donc, ils se posent des questions et en même temps, ils ont entendu des choses qui sont un peu anxiogènes pour eux. L'exemple que je cite souvent, c'est les fameux 1200 data points de la CSRD, c'est-à-dire on effraie les entreprises en créant un sentiment d'hyper-complexité, alors que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le sujet. Donc moi, je vous inviterai vraiment à faire preuve de pédagogie
auprès de vos dirigeants et plutôt de leur expliquer que c'est un vrai sujet, que c'est ambitieux, mais que ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. L'exemple qu'on a mis là à l'écran, c'est vous allez faire un exercice de double matérialité. Vous allez pointer un certain nombre d'enjeux sur lesquels vous avez besoin de travailler parce que vous avez des impacts, parce que vous avez des risques, parce que vous avez des opportunités. Ça, c'est des choses que l'équipe que vous allez réunir autour du projet va pouvoir mettre en place, parfois en ajustant des feuilles de route qui existent déjà. On va aller plus loin, on va aller plus vite, on va mesurer de manière plus précise. Par contre, quand on va pointer les vulnérabilités, les fragilités stratégiques, quand on va aller pointer des opportunités de création de valeur durable, là, on se pose des questions de direction générale d'entreprise. Et donc, ce travail de double matérialité, la question que vous devez vous poser, c'est quel partage avec votre gouvernance? Comment vous allez prendre cette information et comment vous allez le partager avec les dirigeants pour avoir les moyens d'agir par la suite? Et puis, il est aussi important que ces dirigeants s'impliquent dans les arbitrages, parce que là, on parle d'achat d'outils, on parle d'investissement, on parle de mobilisation de ressources humaines, on parle parfois de scénarios stratégiques qui sont parfois des rebonds, voire des réorientations. Et donc, il est important de considérer que les dirigeants sont complètement impliqués dans la CSRD et ne doivent pas être spectateurs de ce chantier. La deuxième question qui a été, qui a été abordée un petit peu, c'est celle du nouveau pilotage. La question qu'on doit se poser, c'est qui va prendre le pilotage de la CSRD, à qui on va confier ça? On y a répondu un petit peu grâce aux questions de Nicolas. Comment je crée une transversalité? Comment j'évite les tuyaux d'orgue? Et surtout, comment j'évite ce qu'on appelle le millefeuille de route chez nous, RSE, c'est-à-dire d'avoir des tonnes de chantiers qui donnent lieu à des plans d'action qui ne sont pas mis comme un seul plan d'action. Et nous, c'est vraiment un travail qu'on est en train de faire avec nos clients, c'est de prendre tous ces faisceaux pour les ramener à une seule feuille de route qui va répondre à l'ensemble des attentes. Et donc, ça peut aussi donner lieu à des questions sur de la formation, sur des outils. Plusieurs d'entre vous ont posé des questions là sur les outils de reporting, par exemple. Donc, le dirigeant ou les dirigeants, ils doivent aussi se positionner sur comment est-ce que tout ça va être piloté. Et puis, la troisième question, évidemment, c'est que si on a bien fait le travail, eh ben, on va pointer des sujets qui ne sont pas complètement au niveau de ce qu'on a besoin de faire, que ce soit dans nos opérations, dans notre chaîne de valeur, dans les produits ou services qu'on met sur le marché, voire dans notre chaîne de valeur ou notre modèle économique. Et donc, avec les dirigeants, on doit se poser la question de comment on doit se transformer, quels sont nos leviers de transformation, jusqu'où on va aller dans la transformation, est-ce qu'on questionne notre entreprise et jusqu'à quel niveau, et comment on va faire pour embarquer les équipes et encore une fois, ne pas limiter la CSRD au R de reporting, mais en faire un vrai chantier de transformation. Et donc, il est parfois utile d'accompagner le changement et d'accompagner les équipes, à commencer par les dirigeants qui, je le disais au tout début de mon propos, manquent de repères aujourd'hui. Donc, on l'a vu, ouais. On l'a vu tout à l'heure, on a des parties prenantes à mobiliser. Je ne reviens pas sur ce que Marie-Laure a dit tout à l'heure. L'avantage, c'est que on doit se poser la question du timing. Soit on se dit, j'attends d'être dans la colonne que Marie-Laure présentait tout à l'heure sur l'année à laquelle je vais être soumis. Soit je me dis, plutôt que d'avoir 6 mois, j'ai intérêt à avoir 18 ou 24 mois pour faire ma CSRD. Et donc, j'ai le temps de travailler sur ma chaîne de valeur, de travailler à identifier mes parties prenantes, d'instaurer ce dialogue qui parfois n'existe pas chez vous, parce que ce n'est pas quelque chose que vous aviez construit jusqu'à présent, et de se donner le temps. C'est pour ça que nous, on dit, il est urgent de ne pas attendre. Démarrez le chantier CSRD dès aujourd'hui. N'attendez pas 2025 si vous êtes soumis dans le reporting de 2026, parce qu'on va pouvoir créer les conditions d'une appropriation et d'une collaboration avec votre écosystème qui va passer d'une approche défensive, où vous le ferez au dernier moment, à une vraie création de valeur, y compris relationnelle, et puis possiblement aussi une capacité de vous différencier de vos concurrents parce que vous aurez anticipé les choses. Ça soulève aussi la question de... Oui, tu peux y aller. De comment ça va se piloter. Donc, Marie-Laure disait tout à l'heure... ah oui, alors tu as tout mis en même temps, tout va bien, restons là. Donc, Marie-Laure disait, il y a plein de métiers. Bah oui, il y a évidemment plein de métiers qui vont être impliqués en tant que contributeurs ou impactés parce qu'il va falloir qu'ils changent leur manière de fonctionner. On en a cité quelques-uns dans la marguerite que vous avez sous les yeux. La première question, c'est le pilotage.
Donc, comment est-ce que ce pilotage va être mis en place? À qui on confie le pilotage? Et puis, et tu peux faire l'animation à Marie-Laure. Voilà, donc direction RSE+, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on trouve que le tandem RSE finance est intéressant. Il y a parfois des directions des risques ou des directions compliance qui peuvent être partenaires de ça, mais on trouve que la direction financière, c'est vraiment l'acteur qui aujourd'hui pilote la performance classique qui demain sera complétée par l'extra financier. Donc, ce qui est important, c'est qu'avant la CSRD, on avait parfois des métiers qui travaillaient en silo. On avait plutôt une approche par les risques et on mettait en place des actions. Et l'équipe RSE, elle agrégeait ces informations et elle faisait une consolidation, notamment dans le reporting dédié. Demain, avec la CSRD, on change la dynamique. C'est-à-dire que là, les pilotes CSRD, ils vont être en impulsion, ils vont piloter. On va identifier des risques, opportunités, impacts et on va devoir mettre en place une réponse qui va être cohérente de bout en bout dans l'entreprise. Donc, ça va être beaucoup plus drivé que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça qu'il est important que les gens qui sont à la tête de ce projet aient le pouvoir d'influence et la capacité à tenir ce projet et à être en dialogue d'alter égalité avec les autres directions. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important que les dirigeants s'impliquent et qu'ils en fassent un sujet majeur des prochains mois et des prochaines années dans la manière dont ils challengent les décisions et dans la manière dont ils questionnent les choix qui vont être faits. Donc la gouvernance, c'est vraiment un sujet essentiel dans la manière dont la CSRD sera réussie demain. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions. La CSRD, elle va vous permettre de vous poser des bonnes questions sur vos risques, opportunités, impacts. Et on l'a vu avec Marie-Laure tout à l'heure, quand on croise les informations au-delà de maths financières et maths d'impact, on peut aller identifier des fragilités, des vulnérabilités et des opportunités de création de valeur durable. Donc, cette prise de hauteur, elle nous permet ensuite de travailler sur deux sujets, au-delà de l'amélioration continue de ce qu'on fait déjà. Un, on va travailler sur la performance ESG, c'est ce qui est en bas en saumon, c'est-à-dire tout ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on doit faire mieux pour être compatible avec la durabilité. Et deuxièmement, elle va peut-être questionner votre modèle d'affaires. Et donc, votre modèle d'affaires, ce n'est pas du PDCA qui va être le bon niveau de réponse. Il va falloir se poser des questions sur les renoncements, sur les scénarios qui pourraient amener votre modèle à évoluer. Et donc, on est sur des approches qui sont un peu différentes de ce qu'on peut faire en temps normal quand on fait des ateliers de travail, par exemple, sur la fixation d'objectifs, l'identification d'indicateurs, etc. Ce qui va être aussi important, c'est que pour travailler sur ces deux notions, on va pouvoir aller chercher notre écosystème à nouveau. Les parties prenantes, on les a interrogées pour choisir les enjeux matériels, mais on va aller entrer en conversation avec elles de nouveau pour aller construire les réponses de demain. J'ai mes enjeux matériels. La question maintenant, c'est comment je fais mieux, comment je fais de manière innovante, comment je repousse les limites. Et donc ça, c'est quelque chose qui est peu pratiqué par les entreprises jusqu'à présent et qui va être une nouvelle ère absolument passionnante de dialogue parties prenantes et de collaboration avec les parties prenantes. Et puis, ça va aussi, à un moment donné, questionner la manière dont l'entreprise met en place sa gouvernance et notamment comment son écosystème est pris en compte et comment ce dialogue se traduit par des choses qui sont visibles dans ses décisions stratégiques. Et donc, tout à l'heure, Nicolas nous disait, est-ce qu'on peut avoir un questionnement de fond sur le métier de l'entreprise? Bah oui, et j'ai un bon exemple à citer. On a travaillé il y a quelques années avec une entreprise qui s'appelle Technip, donc, qui est complètement dans les énergies, le pétrolier, le gaz et puis les nouvelles énergies. Et en fait, par ce travail de questionnement stratégique, on est allé s'interroger sur est-ce que demain, cette entreprise qui utilise les meilleurs ingénieurs du monde, est-ce que cette entreprise, elle pourrait faire autre chose que de l'énergie? Et en fait, la manière dont on a répondu à cette question, c'est en allant écrire la raison d'être de l'entreprise. Donc oui, on peut aller jusqu'à remettre en question le terrain de jeu actuel de l'entreprise, y compris sur des sujets un peu polémiques, et de se dire, je ne suis pas limité à mon activité d'aujourd'hui, je peux m'autoriser à écrire une raison d'être et à inventer une activité, un modèle économique qui serait disruptif, aujourd'hui complémentaire et peut-être demain alternatif par rapport à ce que je fais. Donc, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête parce que on voit bien que la CSRD, soit on la limite à faire des data points et du reporting,
il faut le faire, mais ça n'est pas que ça. Soit c'est une occasion géniale d'impliquer vos métiers opérationnels dans la manière de mieux faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis, dans la plupart des cas, on aura des questions passionnantes sur votre activité, votre portefeuille d'activité, votre modèle d'affaires et la manière dont on peut petit à petit le faire évoluer pour aller vers la résilience de votre organisation. Et ça, ce sont les questions que les dirigeants se posent aujourd'hui. Et ils se posent des questions de temporalité, ils se posent des questions de pilotage. Et nous, on vous invite vraiment à impliquer vos dirigeants et à faire preuve de pédagogie, parce que si on est anxiogène, si on est trop vite dans le niveau de complexité des sous-topics des ESRS, on ne va pas embarquer les dirigeants et vous avez besoin d'eux pour réussir la CSRD demain. Dernier point sur le modèle d'affaires, ce qui va être important en effet, c'est de proposer une méthode pour venir questionner votre modèle d'affaires qui sera un peu différent de ce qu'on fait normalement quand on fait de la RSE. On va plutôt être dans la stratégie et des approches d'innovation, d'océan bleu, de questionnement stratégique. Et donc, c'est en effet des nouveaux modèles de collaboration avec les équipes RSE et avec les équipes métiers qu'on est en train de mettre en place petit à petit là depuis quelques mois chez Des Anges et des Hommes. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la partie modèle d'affaires et de pensée et aussi le, le- le questionnement des dirigeants qui vous appellent à faire preuve de bon sens et de rationalité pour pas qu'ils soient inquiets de la manière dont ils mettent le doigt dans la CSRD. Merci infiniment, Olivier, pour cette ouverture et qui nous démontre en fait que la CSRD, ce n'est pas que du reporting, c'est aussi une opportunité de penser autrement et ce qui répond aux deux questions en fait de Sacha et un peu de Benoît qui est un peu plus taquin. Sacha, en fait, donc, qui se posait la question, et je vous ai reporté la question, c'est la compatibilité entre grosses entreprises, domaine d'activité et compatibilité, en fait, par rapport aux règles CSRD. Je pense que vous avez répondu à la question par cette dernière partie. Et Benoît nous pose la question, est-ce que dans la partie que vous alliez développer, donc là, il a posé la question avant que vous commenciez, on va apprendre que parmi les indicateurs, il y a des points sur la décroissance économique. Donc, je vous disais que c'était un peu plus taquin. Mais finalement, c'est une ouverture, c'est une opportunité en fait de se questionner sur. Alors vous parlez de modèle d'affaires parce que vous êtes dans une approche un peu peut-être un peu plus business, mais on peut parler peut-être de modèle stratégique en fait et de secteur d'activité et de chaîne de valeur. Sur quoi est-ce que ça peut être une manière de faire un pas de côté par Mm. rapport à ces activités traditionnelles? Alors, Marie-Laure, tu compléteras, mais j'espère, Benoît, que je vais bien répondre à votre point. Je trouve que Marie-Laure a évoqué tout à l'heure les renoncements. Et nous, on a des exemples très concrets d'entreprises avec lesquelles on travaille qui sont dans ce. Alors, imaginons que votre métier, ce soit d'être une plateforme qui facilite l'économie circulaire et que vous aidez des particuliers à euh, se revendre des produits qui sont des produits de seconde main, etc. En tant qu'entreprise, vous pouvez vous poser la question, et donc c'est votre modèle d'affaires, votre raison d'être même, et la CSRD, tous les trois combinés en une seule réflexion stratégique qui vous dit, par exemple, est-ce que le neuf, ça doit faire partie de mon business? J'ai une plateforme, est-ce que ma plateforme, elle doit être dédiée à commercialiser des produits neufs, ou est-ce que j'ai été créé, ma raison d'être, c'était de faciliter l'économie circulaire, donc le neuf ne devrait pas forcément faire partie de mon modèle. Et donc, c'est un renoncement, parce que je perds du business en prenant cette décision, mais par contre, je suis cohérent avec les questions de durabilité que je veux servir, je crée de la valeur durable et c'est cohérent avec ma raison d'être. Et donc là, c'est une décision extrêmement importante que ne peut prendre qu'une équipe de direction, parce que renoncer à du business court terme à l'aune d'une raison d'être, c'est une décision courageuse. Voilà. Et donc, j'espère que c'est un exemple qui répond à la question de Benoît. Oui, et j'avais une réflexion aussi pour finir. On a évoqué, et donc il y a une question, et vous l'avez développée et abordée, c'est la question en fait de qui pilote en fait. Qui pilote, est-ce que c'est la finance, est-ce que c'est la RSE, est-ce que c'est les deux? Et dans le précédent, le comité 21 anime un cycle en fait de réflexion sur écologie et travail, dans lequel il y avait une consultante senior aussi de SIA Partners qui avait évoqué cette question-là précisément, mais dans le cadre de négociations en fait avec les instances représentatives du personnel. Comment on parle euh, en interne de ces questions de transition écologique?
Et une direction d'entreprise, une très grosse entreprise, avait fait le choix de mettre dans la négociation, côte à côte, le responsable RSE et le responsable RH. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a un petit peu tangué. C'est-à-dire que la négociation n'a pas capoté, mais elle a été un peu compliquée, non pas par des relations de rapport de force entre les IRP, donc les syndicats et les représentants de personnel, et de l'autre côté la direction. C'est parce qu'en fait, c'était compliqué aussi entre la direction d'avoir une culture commune. Mais oui. C'est-à-dire que la RSE et les RH ne parlaient pas le même langage, ils n'avaient pas les mêmes objectifs, ils ne voyaient pas les mêmes choses. Et donc, ce qui nous renvoie à, il ne s'agit pas simplement de mettre côte à côte RSE et finalement RH ou finance à côté. Il faut encore qu'ils aient une même culture et une même vision en fait de là où il faut aller. C'était juste un clin d'œil par rapport à un cycle qu'on a abordé sur la même question en fait de comment on fait pour aller dans un sens donné. Et je vous invite à aller sur la chaîne du Comité 21 pour retrouver ce webinaire sur écologie et travail. Donc c'était en mars où on traitait cette question-là. Mais Vous avez un Nicolas, point à rajouter? j'aimerais rebondir sur votre point parce que je trouve que c'est très important. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a promu l'idée d'un tandem direction financière, direction RSE qu'on a résolu le problème. Hmm. Nous, ça fait longtemps, chez des enjeux et des hommes, ça fait 5 ans que quand on fait des stratégies RSE, on définit un cercle de ce qu'on appelle les référents RSE. Et donc, un référent, c'est quoi? Parce qu'avant, en gros, on avait une équipe RSE et puis on avait un plan d'action avec des chefs de projet. Et en fait, il nous manquait un maillon en termes de gouvernance et de responsabilisation de gens qui allaient être des stratèges. Donc, on prend des enjeux matériels, on a un référent. Alors, si je fais simple, imaginons on a un référent par enjeu matériel. Cette personne, au sein de l'organisation, sa responsabilité, c'est de réfléchir à ce que l'entreprise fait pour répondre à l'enjeu. Et donc, elle doit faire évoluer son portefeuille d'action. Et puis ensuite, une fois qu'elle a créé son portefeuille d'actions, elle va confier l'exécution de ces actions à des chefs de projet. Donc, typiquement, autour de ce tandem RSE et direction financière, il faut qu'on ait ces référents RSE qui, quand on les cumule dans un cercle, couvrent l'ensemble des enjeux matériels de l'entreprise. On a besoin aussi de ce niveau de réflexion. Et quand vous disiez tout à l'heure, l'équipe de direction n'a pas le même langage entre RSE et RH, on ne se comprend pas bien avec les organisations représentatives du personnel, etc. Je pense qu'on a tous un devoir de pédagogie sur tout ça. Ce que je trouve génial dans la CSRD, c'est que l'esprit de la loi est très sain, c'est d'aider les entreprises à être durables et que c'est peut-être la première fois que tous les acteurs peuvent aligner leurs intérêts. C'est-à-dire le court terme et le long terme, la compliance et les opérations, le business d'aujourd'hui et la résilience du business de demain. On a une occasion géniale d'aligner tout ça et donc ça demande aussi de mettre des mots de vocabulaire en commun, de ne pas faire X roadmap et de n'en faire qu'une seule, de considérer que c'est des choix qui sont stratégiques pour l'entreprise et que ce n'est pas la cinquième roue du carrosse ou la cerise sur le gâteau. Voilà. Et donc, euh, le fait de s'accorder sur le pilotage et la gouvernance est pour moi un écueil ou une opportunité absolument importante qu'on doit couvrir dans les prochains mois. Parce que les entreprises, et notamment les ETI, qui vont vouloir démarrer maintenant pour ne pas attendre d'être avec l'épée de Damoclès de l'année où ils vont devoir faire le reporting, vont avoir, grâce à ça, le temps de créer une gouvernance qui va se mettre en place petit à petit. Hmm. On n'est Et plus. peut-être, enfin, juste en complément, ce que Oui, je trouve Marie-Laure. intéressant aussi, c'est que la CSRD, il faut rappeler qu'elle n'a pas d'obligation de résultat. Donc, évidemment que l'idée, c'est de rentrer dans une démarche progressive sur l'ensemble des sujets, idéalement, mais ça peut être aussi le temps de prendre justement du recul, puisqu'on connaît l'impact que ça a sur les flux financiers de l'organisation. Donc là, on parle vraiment business, et de se dire, on a aussi, voilà, on a l'impact, comment est-ce qu'on lie les deux, et comment on a vraiment ces partis pris, et voire des renoncements, qui fait que peut-être qu'on va peut-être pas en amélioration sur tous les sujets, mais on va choisir les sujets de bataille, ce qui va faire la singularité de l'organisation et comment on se positionne dans une vision objective sur le business et la vision qu'un dirigeant peut avoir à moyen long terme pour sa société. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci beaucoup, Olivier. On est plus vers la fin que le début du webinaire. Ouais. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre contribution. Merci beaucoup à Des Enjeux et des Hommes.
vous dire que si vous n'êtes pas membre du comité 21, vous participants, devenez-le. Si vous avez des questions, si vous voulez être mis en réseau, si vous voulez accélérer la transition écologique, eh bien, écoutez, appelez-nous et on essaiera de vous mettre en réseau, avec soit d'autres partis, avec vos pairs. N'hésitez pas à aller aussi sur le site, sur nos sites, donc des Enjeux des Hommes et du Comité 21. Vous trouverez beaucoup de ressources. Il me reste à vous souhaiter un très bon appétit et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la CSRD, sur la RSE et sur nos différents cycles que nous animons. Merci infiniment et à très bientôt. Portez-vous Merci bien. Nicolas, on a été ravis de partager ce moment avec vous. Merci Bonne fin de beaucoup. journée.